qu'il faudra ne pas oublier, c'est centrer ce qu'on fait sur l'homme. La plupart du temps, vous aurez comme argumentaire le fait que ce que vous faites en machine learning, en intelligence artificielle, va faire perdre de l'emploi. C'est vrai, mais ça va aussi en créer. La preuve, vous faites quelque chose dans vos vies qui n'existait pas il y a une dizaine d'années. On travaille avec TensorFlow, par exemple. Donc, ce débat-là doit être adressé. Le, c'est important de mettre l'homme au milieu de ce qu'on fait en matière d'intelligence artificielle. Je moi, je préfère le terme intelligence augmentée par rapport à l'intelligence artificielle. On permet à l'homme, permettre aux travailleurs de faire plus ou permettre à l'humain qui est en entreprise de faire plus que ce qu'il pouvait avec l'aide des machines et des données. Donc, le composant humain de l'aspect de machine learning est très important aussi. On ne peut pas le sous-estimer. Je vais rester un peu là-dessus et puis parler, élaborer un peu plus sur ce qui est de l'homme, de la législation et tout ça. La notion propriété, de droit de propriété, comme il s'agit des données, pour moi, quand je le dis, encore très flou en Afrique. Le cadre juridique est flou et il n'est pas adapté. Avec les changements qui interviennent chaque 6 mois, chaque année, on n'a pas en place une structure qui permet de keep up avec ça, qui permet de se tenir, de tenir la course. Qu'est-ce qui arrive, par exemple, quand des images des caméras de surveillance à qui appartiennent ces images-là? En tant que mairie, par exemple, si j'ai des caméras de surveillance qui sont sur les rues et tout, à qui appartiennent les images là? Les images des personnes qui habitent dans la ville. Est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est public? Est-ce que je rends public? Qu'est-ce que je peux faire avec? Qu'est-ce que je ne peux pas faire avec? Ou je demande la permission, ou je ne demande pas la permission. Donc, c'est un nébuleux de questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Je vais faire une pause là et puis voir s'il y a des questions dans le chat room ou s'il y a des questions, je vais les prendre maintenant. Non? OK. Je vais continuer alors. L'avancement qu'on a, la chance qu'on a en Afrique quand il s'agit la chance qu'on a en Afrique quand il s'agit d'intelligence artificielle et d'intelligence augmentée, c'est qu'il y a une dizaine d'années, des pays où il y a des investissements qu'il fallait faire. Et nous, on n'avait pas on n'a pas cette ressource financière là dans nos pays. On n'a pas les ressources de pouvoir avoir un data center qui sera en mesure de keep up avec tout ça. Aujourd'hui, on a une petite entreprise qui peut se lever, qui peut avoir son propre serveur, soit sur OVH, soit sur un GCP, et puis se mettre à travailler. Le coût d'entrée a été réduit pratiquement à zéro. Il suffit d'avoir une idée, il suffit d'avoir un accès Internet, et puis on peut se mettre à travailler sur les bases de l'intelligence artificielle et machine learning. Il y a, comme je disais, l'importance pour moi en matière de ce que vous faites, en matière de TensorFlow. Si je pouvais me permettre de vous faire des recommandations, c'est d'adapter à notre environnement. Quand je dis adapter à notre environnement, c'est l'importance de savoir le type de données qu'on a, l'importance de savoir qu'il n'y a pas de clair de démarcation entre les labels qu'on va créer et l'importance de savoir comment est-ce qu'on va l'utiliser. Donc, on va quitter dans le domaine de juste créer un programme ou créer des codes qui permettent de classifier une image ou de détecter une image, mais à créer des solutions qui sont applicables, qui vont changer la vie des gens ou rendre leur travail beaucoup plus facile. On se permet comment est-ce qu'on permet à quelqu'un qui travaille, par exemple, en tant que courtier d'assurance, de ne pas avoir à taper manuellement les récépissés d'assurance qu'il a. Comment on permet au banquier d'évaluer le risque
le risque que présente un client qui vient proposer, qui vient demander un prêt. Comment est-ce qu'on permet au mécanicien d'identifier les pièces qu'il lui faut et d'identifier la pièce qui est en panne par juste une photo, ou combien ça va coûter de réparer un véhicule par juste une photo. Il y a beaucoup de questions qui se posent à nous et à laquelle on peut répondre si on se permet d'adapter ces algorithmes à nos besoins. Moi, j'ai un challenge qui me tient à cœur. Je pense que j'en ai parlé à certains d'entre vous. C'est le paludisme tue plus en Afrique que des accidents de voiture, le VIH ou même le corona combiné. Est-ce qu'on peut, à partir des images, à partir de photos qu'on a, comment, à partir d'images, on peut détecter de manière précoce le paludisme? Si on arrive à détecter le paludisme 2 ou 3 jours avant qu'il ne se déclare, vraiment, on aura sauvé des centaines de milliers de vies en Afrique chaque année. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dedans? Voilà un peu le type d'adaptation que je veux implémenter personnellement, ou en groupe avec avec des têtes comme vous. Voilà un peu, pour moi, j'avais prévu qu'on ait une conversation beaucoup plus. Je ne vois pas de questions dans le chat. Je ne sais pas si vous comptez poser des questions ou si vous aimeriez que je continue de parler, ce qui serait un peu long. Ahmed, tu peux me revenir là-dessus? Comment on prend les questions? Je sais en plus qu'il y a un décalage, donc je vais faire une pause là, voir si j'ai des questions, des directions, et puis on continue. Pratiquement pas. OK. Voilà. Donc, le point important, c'est de s'adapter, en fait. S'adapter à nos besoins, s'adapter à nos fonctionnalités, s'adapter à notre environnement. Euh, je, J'avais une conversation dernièrement avec un jeune qui a fini son master aux États-Unis. Il a fini son master en data science et il cherchait à faire une spécialisation. Et mon conseil pour lui, ça a été de prendre des cours de droit, de prendre une certification en droit en matière de protection de données ou de management de données personnelles. Pour moi, c'est la clé de la bataille future, quoi. Les techniques, on pourrait les apprendre, mais l'environnement juridique et l'environnement politique va déterminer la survie de ce que nous faisons là, surtout en Afrique. Euh, Pourquoi c'est important? Parce qu'on va se retrouver dans un système où on a la capacité de travailler, on a la capacité de produire des résultats, on a des résultats qu'on produit, mais on se rend compte que la base de ce qu'on a utilisé pour produire ces résultats-là ne nous appartient pas, par exemple, où on aurait dû avoir des permissions qu'on n'a pas. Beaucoup de personnes ne savent pas que l'ARTCI, l'Agence de régulation de télécommunications en Côte d'Ivoire, est responsable de la gestion au niveau de la Côte d'Ivoire des droits de propriété quand il s'agit de données. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont dans leur corps? C'est une agence de régulation de la télécommunication. À ce niveau-là, on associe les données à la télécommunication. Ça veut dire que tout ce qu'on voit comme données, c'est pratiquement ce qui vient de nos cellulaires et tout. Donc, il y a comment on met en place cette base-là? Est-ce que vous, en tant que précurseur, vous devez lancer, ou on va s'asseoir ensemble et lancer un conseil national de droits de propriété des données, ou un conseil national de l'intelligence artificielle? Inviter toutes les parties prenantes, chefs d'entreprise, je parle du politique, je parle du législatif, les tribunaux et tout ça, et puis mettre en place un système qui est dynamique et évolutif, qui va prendre en compte cette notion-là de droit de propriété, de droit d'usage et tout ça. Sinon, on va se retrouver en train de travailler sur
des données qui sont soit publiques et qui n'ont pas l'impact qu'on veut avoir, ou qui sont privées mais qui n'ont pas la taille nécessaire à développer des conclusions. Donc, il y a cette démarche-là à avoir. L'importance en tant qu'Africain d'adapter ce que nous faisons là ne peut être sous-estimé. C'était les points majeurs que j'avais à faire. Je sais que vous m'aviez accordé 1 heure, mais je m'attendais à des questions. Euh, et puis, encore, je vais aller dans le chat room. OK. Il n'y en a pas vraiment. OK. Des questions, des commentaires, la guidance. Parfait. Je vais continuer et puis vous demander je sais que votre groupe, c'est le groupe d'utilisateurs de TensorFlow en Côte d'Ivoire. Vous êtes près d'une centaine dans votre groupe WhatsApp. Est-ce que vous êtes en train de mettre en place, et c'est des questions auxquelles je ne veux pas de réponse maintenant, est-ce que vous êtes en train de mettre en place une structure qui va s'attaquer à des problèmes précis, ou vous êtes juste en train de vous partager des techniques, des techniques de code ou des techniques de modélisation? C'est quoi l'impact en dehors du groupe de ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez mesurer l'impact de ce que vous faites sur votre communauté? Comment en 1, 2 ans d'existence vous avez changé quelque chose, vous avez apporté quelque chose à vos communautés, à votre nation? C'est des questions que j'aimerais poser, qui devraient rester dans votre tête. Les 2 premières années, c'est bien, vous êtes structuré, mais quand on mesure votre impact, est-ce qu'il va au-delà du code? Est-ce qu'il va au-delà de ce que vous apprenez? Est-ce que vous arrivez à l'appliquer en entreprise? Est-ce que vous arrivez à l'appliquer dans ce que vous faites tous les jours? C'est important de faire en sorte qu'il y ait cette conversation entre le leadership. Je parle de vos entreprises, des entreprises dans lesquelles vous travaillez, et vos habilités à créer des solutions. La plupart, ce phénomène-là s'est retrouvé aux États-Unis. La plupart des précurseurs ont été des entrepreneurs en même temps. Ils étaient obligés de créer leur entreprise pour forcer un peu l'utilisation des données, pour forcer la création la création de solutions en intelligence artificielle. Est-ce que vous mettez ensemble? Qu'est-ce que vous faites pour que dans 2 ans, dans 3 ans, on s'asseye et puis on dise, voilà ce que le groupe TensorFlow d'utilisation de TensorFlow en Côte d'Ivoire a réalisé? On doit utiliser ces techniques-là. C'est quoi l'impact en fait? J'aimerais vous amener à réfléchir en termes d'impact aussi. Le développement de solutions est beau, mais mesurer l'impact de ce que vous faites, et c'est ce qui va pérenniser vos actions dans le temps. C'est ce qui va faire en sorte que le groupe va grandir. Le groupe grandira parce que vous aurez un impact. Au début, ça sera nouveau, donc vous allez passer de 100 à 500 pratiquement très rapidement. Mais dans 2 ans, ce qui fera en sorte que vous serez encore un groupe, c'est ce que vous avez réalisé, l'impact que ça aura sur la population. Euh, donc, voilà un peu la direction que j'aimerais vous donner. Je parle par expérience parce que je suis allé au travers de toutes ces phases-là. Il y a une vingtaine d'années, quand j'arrivais aux États-Unis, je me mettais à étudier l'économétrie. C'était la même chose. J'aime le dire, j'ai été data scientist avant que le terme n'existait. L'évolution qu'on a connue en 20 ans, c'est pratiquement ce que je vois en Afrique maintenant. On se lance dans des codes, on produit des modèles, on arrive à prédire ce que les gens vont faire, on arrive à classifier des documents et des images, et sans penser à l'utilisation vraiment.
Mais il va arriver un moment, ça a pris une bonne dizaine d'années pour qu'on s'arrête et puis se dire, OK, comment on fait pour que les gens utilisent ce qu'on produit? Est-ce que nos codes sont trop compliqués? Est-ce que l'explication qu'on donne quand on parle de nos modèles, de notre travail est un peu trop technique? Comment on arrive à un point où on a celui qui n'est pas forcément un expert, mais qui comprend les techniques de modélisation et qui peut les expliquer. Et il y a pendant un certain temps, jusqu'à présent maintenant, les positions les plus rémunérées en entreprise aux États-Unis ne sont pas vraiment les développeurs ou les codeurs. C'est des personnes qui peuvent expliquer ces codes-là au plus grand nombre. C'est-à-dire qui comprennent le code, qui comprennent comment développer un modèle, mais qui peuvent faire en sorte que le CEO qui n'a jamais utilisé ça à l'école puisse comprendre ce que c'est, puisse comprendre comment les utiliser. Donc la notion de démocratisation du machine learning, démocratisation de l'intelligence artificielle, autant importante que celle de développer des solutions. Est-ce que dans la structure de votre groupe, là, vous y pensez déjà? Pouvoir présenter un modèle, pouvoir présenter un modèle que vous avez développé sans utiliser de termes techniques ou avoir une conversation avec quelqu'un qui n'est pas technique sur quelque chose que vous avez fait de technique. Voilà ce qui va vous démarquer. Parce que on est en train d'avancer dans un processus où 80% des algorithmes seront disponibles. Tout ce que vous faites maintenant en matière de recognition d'image, vous pouvez le faire avec des API. Si vous allez sur tous les clouds, là, il y a ce processus de AutoML là, qui est pratiquement l'algorithme de machine learning qui est automatique. Tout ce que vous avez fait à faire, c'est créer identifier les labels et puis appuyer sur un bouton et puis il y a une trentaine d'algorithmes qui se mettent en place et qui vous produisent des résultats. Donc cette démocratisation a fait en sorte que où vous êtes un hardcore codeur, vous savez, vous créez ces algorithmes-là, vous les différenciez ou bien vous êtes quelqu'un qui peut expliquer les résultats à la masse. La notion du milieu, là où on avait quelqu'un qui pouvait prendre des codes, qui pouvait prendre des données, écrire des codes, des lignes de code, et puis les, les spin-up, et puis avoir des résultats, est en train d'être détruit par la machine. À un moment de ma vie, mon travail, c'était de faire en sorte que j'ai plus de travail. Travailler sur ces modèles automatiques, là, ces automatisations, là, est pratiquement, c'est une bonne chose pour nous, mais c'est aussi un challenge. Ça veut dire qu'on doit choisir vers où on s'en va, où on est très, très technique et puis on comprend, on développe nos algorithmes à nous où on est au milieu, on peut expliquer ces algorithmes à la masse. On n'aura pas dans 3 4 ans le besoin d'avoir quelqu'un qui va prendre des données, créer des labels et puis connecter à l'API et puis juste appuyer un bouton et puis dire ok j'ai un modèle là, ou bien avoir sa librairie identifier la librairie, connecter et puis dire j'ai un modèle. J'ai des machines qui peuvent utiliser Keras beaucoup plus, de manière beaucoup plus efficiente que des personnes peuvent. Et ça, il y a 5 6 7 ans, c'était des machines qui coûtaient cher. Maintenant, avec $5, je peux créer cette machine en ligne et puis utiliser des données qui sont disponibles et puis avoir des modèles qui prendront une personne 2 3 4 semaines à produire. Je peux les avoir en 1 heure. Donc, l'opportunité de l'automatisation de la modélisation est grande si on se permet de l'utiliser convenablement. Mais ça sera un challenge qui va redéfinir la manière dont nos universités, nos grandes écoles euh, enseignent le machine learning. Il y a cette inadéquation là aussi en matière d'enseignement, ce qu'on nous apprend à comprendre le machine learning, mais il va falloir, comme je dis là, décider de ce qu'on veut faire. Soit on l'adapte à nos responsabilités. Est-ce qu'on peut avoir une notion, un Keras type africain qui permettra qui est beaucoup plus centré sur la récupération de documents avec nos
nos habitudes à nous. Parce que quand on parle, même si on parle en français, on ne parle pas le français, parce qu'il y a nos notions à nous. Quand on fait des analyses de sentiments sur Twitter, est-ce qu'on incorpore les mots qui sont propres à nous ou est-ce que c'est le dictionnaire de mots qu'on a reçu qui est incorporé, qui est beaucoup plus français que notre langage. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce qu'on se permet maintenant d'établir un dictionnaire de mots et faire un label de positif ou négatif en fonction de notre langage propre par pays? C'est ce genre d'adaptation est vers où on doit aller. L'utilisation des logiciels, l'utilisation des packages, l'utilisation des librairies, ça, on a des robots qui peuvent le faire maintenant. La compréhension est importante, mais il va falloir soit devenir un expert dans la génération d'algorithmes ou devenir un expert dans la présentation des résultats de ces algorithmes-là. Les voies du milieu là seront restreintes très, très prochainement. Je prends une pause encore et puis je vais voir si j'ai des questions, des commentaires. Ok. Vous avez décidé de me faire parler pendant 1 heure. Parfait. Je vous rendrai l'appareil bientôt. Monsieur, il y a pas de questions pour le moment, en fait. Donc, ils écoutent. Il y a pas de questions. S'il y a des questions, je vous ferai signe. Il n'y a pas de problème. Merci. Mais comme je dis, je vous rendrai l'appareil bientôt. Euh, D'accord, monsieur. je, parlons du futur, parlons de ce qui, la direction que personnellement je compte donner à l'intelligence artificielle en Afrique de l'Ouest. Je vais y arriver. Mais je vais parler un peu de futur Afrique et puis ensuite parler de deux projets qui me tiennent à cœur. Donc, notre stratégie est basée sur trois choses principalement, la technologie, l'efficacité des workflows et puis le capital humain. Il y a rien qui pourra se produire sans ça. L'homme qui est au milieu de tout, mais la technologie permet d'avoir des workflows efficaces. Quand je dis workflow, je parle de processus de travail. La plupart du temps, je prends par exemple le certificat de nationalité ou l'extrait d'acte de naissance. Tout le processus de j'ai besoin d'un certificat de nationalité, il faut que je me rende au tribunal, que je fasse la demande, qu'on me dise de revenir dans 1 semaine pour l'avoir. C'est quelque chose qui pourrait se faire en 30 secondes. Pourquoi j'ai besoin de certificat de nationalité, de nationalité? C'est parce qu'il y a une entité qui veut vérifier que de ma nationalité. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas donner un code à cette entité-là et cette entité-là pourra vérifier directement sur la base de données? Pourquoi est-ce que je dois transférer du papier? Le coût du papier est très élevé en Afrique, on n'en produit pas vraiment. Donc, on est expert en consommation de papier. Donc, le problème de digitalisation est très important, mais c'est une digitalisation, c'est pas seulement permettre. Il y a une différence, par exemple, avec l'exemple que j'ai donné là, il y a une différence entre on a digitalisé le processus, ça veut dire que je vais aller faire la demande, je vais faire la demande en ligne, on va m'envoyer le document en ligne, je vais l'imprimer et puis l'apporter à l'entité qui a besoin de vérifier ma nationalité. Et quand moi je parle de digitalisation efficace, d'amélioration de processus de travail, si c'est un processus de vérification, je donne un code j'achète mon code en ligne si je dois payer pour ça et j'envoie le code à l'entité de manière électronique. L'entité vérifie que le document existe, le contenu du document et je n'ai pas à me déplacer, je n'ai pas à parler à l'entité encore. Et c'est une digitalisation qui là devient efficace. On économise en papier, on économise en temps. Euh, L'environnement nous remerciera parce que avec le transport, les effets de serre et tout, c'est un processus
qui pourra permettre à nos pays d'avancer rapidement et puis de se contrôler. Euh, il y a un point que j'ai souligné quand on parlait, c'était un customer focus. La première question qu'on se pose, c'est quand on produit quelque chose, qui va l'utiliser, comment ils vont l'utiliser et ce que ça va leur apporter. Ça va du business model au customer focus. Quand vous développez quelque chose, posez-vous ces questions-là. Est-ce que c'est de la recherche? Si c'est de la recherche, OK, qu'est-ce que vous attendez de ça? Si c'est juste pour vous créer quelque chose, pour l'envie de créer quelque chose, OK, mais vous devez vous l'admettre. Alors, je ne dis pas que c'est mauvais. 20-30% de mon temps, c'est faire des choses inutiles. Mais si moi, ça m'apaise, c'est pas inutile. Euh, c'est avoir ce mindset-là. Aussi comprendre que euh, avec les choses qui évoluent, vous ne serez pas toujours le meilleur dans ce que vous faites là. Si maintenant vous êtes le meilleur programmeur en TensorFlow, si vous êtes celui qui sait utiliser Keras le mieux, dans 3, 4, 5 ans, vous ne serez pas le meilleur parce qu'il y a quelque chose d'autre qui viendra que vous n'avez pas appris. Vous n'aurez pas le temps de vous adapter de manière experte comme celui qui, par exemple, sortira de l'école ou l'aura appris à l'école. Donc, comprendre que les talents sont dynamiques. Donc, créer des synergies de manière interne pour que vous puissiez collaborer, mettre ensemble ce mindset-là où je suis seul, je peux faire beaucoup de choses, mais ensemble, on peut faire beaucoup plus et on peut aller beaucoup loin. Donc, le capital humain est très important. Donc, comprendre la technologie, comprendre les processus de travail et puis se dire que seul on ira nulle, on pourra avancer, mais ensemble on ira très loin, est très important. Euh, Quelques exemples de processus qu'on a mis en place. Mais là, je vais m'arrêter là et puis parler du plus grand projet qu'on a pour l'Afrique de l'Ouest, c'est la création d'un lab. Le lab, c'est un laboratoire d'intelligence artificielle qu'on veut mettre en place, mais il est centré sur l'humain, avec de la robotique autour. Donc, la plupart de ce que vous apprenez à l'école et ce dont vous avez besoin d'entreprise est différent. Il y a un gap il y a un gap en ce que vous apprenez et ce dont vous avez besoin à l'école. Il y a un gap sur le curriculum qui vous sont présentés dans vos écoles. Donc, ce lab fera, en plus d'être un laboratoire d'intelligence artificielle, ce sera un laboratoire de formation avec des nanodegrés, des masters, des nanodegrés, des microdegrés qui vont vous spécialiser. Et l'idéal qu'on a, c'est que les personnes qui disposeront ces cours-là seront des experts qui viendront de partout dans le monde. Donc, on ouvre le pôle d'enseignants aux experts de Microsoft, de Facebook, de Google et d'Oracle et leur permettre de se rendre dans le lab là, et de créer des modules spécialisés, par exemple, dans l'utilisation d'API pour un Google Cloud ou euh, comment développer des programmes en utilisant Keras ou comment adapter les librairies de R à SQL, par exemple. Donc, le lab verra le jour très bientôt. Quand je dis très bientôt, je parle de moi. On espère faire le lancement en décembre avec la pose de la première pierre. Donc, ça sera un endroit physique, ça sera un endroit qui permettra aux entreprises de faire de la formation continue, permettront aux étudiants de venir côtoyer des experts du monde entier et puis de travailler sur des produits ou des projets, permettre aussi à ceux qui viennent d'avoir le diplôme qui n'ont pas encore de boulot de venir travailler, se spécialiser et prendre de l'expérience et puis retourner en entreprise ou trouver du travail en entreprise. C'est un grand projet, c'est pratiquement le projet le plus important qu'on a. Et puis, on espère en décembre déjà poser la première pierre. Et, j'ai une question pour une fois, contribution rapide sur le point abordé.
OK. Ibrahim, tu as une contribution rapide sur le point, sur l'exemple de cette carte de nationalité. Tu veux y aller? Tu as la parole. Ok, bonjour à tous. Ibrahim Zebate, administrateur système, manager de communauté informatique. Lors de l'intervention de M. Bayo, il a donné un exemple sur la possibilité de raccourcir le process. Donc, on va dire de penser vraiment transformation digitale avec tout ce qui est, on va dire, possibilité d'avoir un code pour juste une vérification d'une information dans une administration. En fait, on a un souci vraiment de confidentialité en Côte d'Ivoire, pour ne pas dire en Afrique. Je parle particulièrement de la Côte d'Ivoire parce que bon, j'ai eu la chance de travailler sur certains projets où on sollicitait des bases de données étatiques pour lesquelles on n'a pas pu avoir de retour parce que pour eux, nous mettre à disposition leur base, juste l'exploiter ou permettre d'avoir une API qui puisse aller chercher des informations pour amener ces informations sur nos plateformes ou pour les mettre à disposition d'une autre plateforme. Et on a eu essentiellement des blocages. Et donc là, pour moi, c'est vraiment à un moment donné de militer pour faire comprendre peut-être qu'il y a des possibilités d'exploiter ces différentes bases-là tout en les ayant sécurisées et pour qu'il y ait un minimum de confiance en fait, un minimum de confiance dans le processus. Deuxième chose, ici, on peut avoir énormément d'idées pour faire des modèles en fonction des besoins et tout ça, mais il y a un gros manque de données. Et pour constituer ces données-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que nous-mêmes, on les constitue? Est-ce que le peu de données qu'il y a, on s'appuie sur ces données-là et on essaie de les enrichir? Je peux me permettre l'exemple par excellence de TensorFlow, la modélisation au niveau de fleurs, du type de fleurs, etc. Je pense qu'il y a un département qui fait. Comme nous qui ne sommes pas experts, par exemple, du domaine, on fait pour avoir plus de données. Vraiment, il faut de la motivation à tous les niveaux. En réalité, c'est ce que je voulais vraiment mettre en avant. Okay. Et il faut de la confiance et de la motivation à tous les niveaux pour que vraiment l'intelligence artificielle. Tu vois. C'était ma petite contribution. Merci. OK. Ibrahim, c'est un point très, très, très valide. Quand je parlais de droit de propriété des données, c'est pratiquement ce à quoi je faisais allusion. Il y a un point, il y a une théorie en économie qui est très importante et j'aimerais que vous la gardiez en tête. C'est un théorème, si la plupart d'entre vous qui ont fait de l'économie vont se rappeler de ça. C'est un théorème en microéconomie qui dit que quand les droits de propriété sont bien assignés, le marché va trouver un moyen pour créer un équilibre. Il y a toujours un problème quand, par exemple, je me rappelle, il y a 7-8 ans, j'ai approché la SODECI et la CIO de base de données. Et ils ont été clairs que la base de données ne leur appartient pas, appartient à l'Union des consommateurs. J'ai approché l'Union des consommateurs et ils me disent qu'ils ne savent pas la base de données ne leur appartient pas. La SODECI et la CIO n'ont jamais voulu leur mettre cette base de données-là à disposition. Donc, il y a un flou qui a la propriété de quoi. Donc, ça, c'est pour aller dans le sens de qui peut te donner accès à une base de données, par exemple. Si ce sont des bases de données étatiques, qui a le droit de te donner accès à ça? Alors, il y a ce flou juridique-là. Il y a un ministère qui a été créé il n'y a pas longtemps, surtout en Côte d'Ivoire, le ministère de la modernisation de l'administration, qui normalement pouvait avoir l'autorisation de partager certaines choses, mais c'est un peu lent. C'est un peu lent pour l'instant. Il y a un projet qui est financé par les États-Unis en Côte d'Ivoire, surtout par le Millennium Challenge, qui est le Open Data pour la Côte d'Ivoire.
Donc, mais il y a rien de vraiment substantiel là-bas. Sans données, il y a rien qu'on puisse faire. Tu parles de motivation. C'est vrai que la motivation est importante, mais arrivé un moment, il faut passer la motivation, il faut forcer les gens à aller dans le sens où il faut aller. Le, à part le lab, le deuxième point sur lequel on travaille actuellement, c'est la constitution de ce que j'appelle, le nom n'est pas encore définitivement arrêté, le Conseil national de l'intelligence artificielle et des sciences de données. Ce que je veux de là, c'est mettre en place des avocats, des juristes, à rassembler l'Union des consommateurs, l'Union des travailleurs de Côte d'Ivoire, l'Union des chefs d'entreprise et les politiques, et ensemble avoir un conseil où on peut expliquer c'est quoi les bénéfices de l'intelligence artificielle, comment on met en place un cadre légal et juridique où on peut travailler sans être retardé. Est-ce que, par exemple, si on a des données et puis on a peur de la confidentialité, est-ce qu'on les dépersonnalise? Est-ce qu'on crée un numéro aléatoire qu'on assigne à chaque individu ou à chaque entreprise de sorte que personne ne puisse remonter l'information et identifier d'où l'information vient. Est-ce qu'on met en place ces structures-là et puis on permet l'éclosion de la science des données de l'intelligence artificielle où chacun se dit je vais garder mes données pour moi et puis finalement on n'avance pas. Donc c'est ce genre de réflexion-là qu'il faut qu'on mène. Et puis ça ne va pas se faire de manière rapide. Si, il y a des élections qui arrivent, par exemple. Je vous donne un exemple. Si vous partez à un meeting politique et puis vous avez une question à poser, posez la question de sciences de données, posez la question de droit de propriété des données. Mettez ça dans le programme, forcez les politiques à mettre ça dans leur programme. S'il y a 3, 4 réunions, ils ont les mêmes questions, finalement, ils vont être amenés à y réfléchir. Maintenant, ce n'est pas important parce que personne n'en parle. On n'a pas de système de lobbying en Côte d'Ivoire, mais si c'est peut-être le moment de commencer, comment est-ce on impose ça aux politiques? Comment est-ce on envoie des gens à l'Assemblée nationale parler aux députés, leur parler des droits de données et tout ça? Comment est-ce que, de la même manière que Yara a eu une formation avec les journalistes sur l'intelligence artificielle. Comment on fait la même chose pour les maires? Comment on fait la même chose pour les députés? Comment on fait la même chose pour les ministres et directeurs centraux? Donc, voilà le genre de réflexion qu'il faut avoir. Voilà où est-ce qu'on doit se pousser. Vous avez fait un très grand pas avec votre groupe là maintenant, et de manière technique et tout, mais c'est le moment d'incorporer d'autres corps de métier. Et moi, je commencerai par les juristes. Il faut que, tant que les juristes ne comprendront pas ce que nous on fait en matière d'intelligence artificielle, on aura du mal à avancer, on aura du mal à être performant. Merci pour la question. Rodrigue, la qualité de la connexion, c'était moi ou Ibrahim? J'espère que c'était Ibrahim. Donc, voilà un peu le point de ma conversation. S'il y a les deux choses importantes que j'aimerais que vous reteniez, c'est d'abord la création du lab. Moi, je pense que ce serait idéal. Surtout que, en plus de ce qu'on va faire de manière technique, on aura ce volet de sensibilisation, de démocratisation de l'intelligence artificielle où on aura des journées de l'intelligence artificielle pour les médecins, des journées de l'intelligence artificielle pour les juristes, des journées de l'intelligence artificielle pour des transporteurs. Donc, essayer, tant qu'on n'arrive pas à créer la demande pour ce qu'on fait là, on aura des problèmes, pour avoir des données, on aura des problèmes pour que nos produits ou ce qu'on crée soient utilisés et tout. Donc, l'objectif du lab, en fait, est de créer la demande, de susciter la demande, et puis en passant par le capital humain.
La deuxième chose que je pense qui est importante, c'est comment mettre en place une structure qui va, qui va pousser les décideurs à prendre en compte l'aspect intelligence artificielle, protection des données, droit des données et tout. Euh, donc voilà un peu sur quoi je voulais discuter un peu. Et puis, merci Ibrahim pour ta question, ça m'a permis de souffler. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai. Rodrigue a un commentaire. Je vais y aller. Rodrigue, tu veux prendre la parole et puis en parler. C'est plus facile. Ok, bonjour, vous me suivez? Oui, on t'entend parfaitement. D'accord. J'étais en train de suivre tes propos de tout à l'heure Mhm. et j'ai été très satisfait de la présentation. Félicitations d'ailleurs. Mais je pense que l'un des problèmes que nous avons ici chez nous, en Afrique particulièrement, c'est que nous avons pris l'habitude de mettre, de proposer des solutions, n'est-ce pas, qui sont hébergées toujours à l'extérieur. À l'extérieur. Et cela devient un problème lorsqu'on veut appliquer, par exemple, les sciences des données sur les données qui, en fait, peut-être ne nous appartiennent même pas. Si on voit au niveau de la législation, peut-être ne nous appartiennent pas. Il faudrait qu'on commence déjà avec les opérateurs de télécommunications locaux, ou bien le gouvernement même d'ailleurs, à la mise en place des data centers locaux permettant en fait l'hébergement de nos propres solutions, dans nos propres infrastructures. Et je pense qu'en posant des questions, comme tu l'as dit tout à l'heure, à nos gouvernants, à l'approche des élections, puisque ce sont les périodes critiques, on pourrait avoir des solutions. On pourrait avoir des solutions d'accès à ces données-là et d'appliquer naturellement nos sciences. C'était un peu ça que je voulais dire. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est le point pratiquement de la slide que je suis en train de montrer là. Est-ce que comment on y passe? Um, je, la voie du gouvernement, c'est une voie qui prendra du temps. Mais si on arrive à créer la demande pour des produits d'intelligence artificielle, les services d'intelligence artificielle, ça va pousser des investissements privés. Quand je dis privé, je ne parle même pas d'extérieur, par exemple. On a, on a des banques en Afrique qui peuvent se mettre ensemble et puis décider de créer un data center quelque part. Et puis, ça sera disponible. L'accès à Internet coûte beaucoup plus cher en Afrique qu'il coûte ailleurs. C'est pas normal. Les frais de communication et tout ça. Il y a beaucoup plus que le data center à prendre en compte. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais il y a toute cette infrastructure autour, là, les coûts de communication, coûts d'accès à l'Internet, comment on paye par dette à la vitesse de nos connexions. Est-ce qu'on crée un data center qui est adapté à nos processus? On nous parle de coût de l'énergie et tout, mais il y a une énergie, par exemple, il y a l'énergie solaire qui est disponible dans une très grande partie du continent. Mais regardez où les Amazon et Microsoft sont allés avoir le data center en Afrique du Sud parce que la demande là-bas est plus grande. Donc, même si les coûts de création d'un data center auraient été moindres, par exemple au Niger ou au Mali, à cause de pratiquement la gratuité de l'énergie, mais les data centers sont retrouvés en Afrique du Sud. Parce que là-bas, il y a une demande qui est beaucoup plus grande qu'ailleurs dans le continent. Donc, pour que ça arrive, qu'on ait des data centers en Afrique un peu partout, il va falloir créer la demande là. Et comment on crée la demande? On fait en sorte que ceux qui doivent utiliser ou les potentiels utilisateurs de nos produits et services comprennent l'importance de ce qu'on fait. Si j'arrive, et moi j'ai cette conversation là, si j'apprends, c'est plus important pour moi de passer une journée à montrer à un DAF comment utiliser
comment utiliser l'OCR ou d'utiliser TensorFlow pour récupérer des informations sur un document qu'il a, que d'enseigner une quinzaine d'étudiants à utiliser TensorFlow. La balance n'est même pas en équilibre là. Je préfère passer mon temps à enseigner au DAF à parler au DAF de comment il peut utiliser ça. Parce que si le DAF voit le besoin, le DAF, un directeur et un financier, ira vers une université et puis demandera est-ce que je peux avoir des gens qui savent utiliser TensorFlow, qui peuvent faire ça. L'université va voir la demande et va créer un processus, un curriculum pour que les étudiants apprennent ça. Et si j'apprends seulement, voilà un peu la chaîne que je veux créer. Là, il faut que chacun s'y mette. Là. Comment est-ce qu'on crée une demande pour les produits d'intelligence artificielle? Merci, ton point est très valide, Audrey. D'autres questions, commentaires? En fait, voilà un peu le point de ma conversation. Je pense que j'ai atteint mon heure et je suis allé au-delà de 5 minutes en plus. Je suis encore disponible si vous voulez discuter, si vous avez des questions. Mais encore une fois, rappelez-vous que l'impact que vous pouvez avoir va en dehors de votre groupe. La sensibilisation et la démocratisation de l'intelligence artificielle, c'est la prochaine bataille, quoi. La bataille a quitté le champ de la programmation, c'est dans le champ de la sensibilisation et de la démocratisation maintenant. Ahmed, merci. Je pense que j'ai parcouru tout ce que j'avais en tête. Je suis ouvert à des questions. On va te dire merci et puis rester à l'écoute. Le Covid la Covid, je ne sais plus la correct à utiliser en français est encore présent. Soyez prudents et restez à l'écoute surtout pour la première édition du Forum africain de l'intelligence artificielle. L'histoire aura lieu en novembre. Si la situation sanitaire se clarifie avant le 15 juillet ou en février de l'année prochaine. Donc, vous aurez les informations. On va vous inviter à participer. Mais l'idée, c'est c'est pas seulement de discuter des techniques et tout, mais de discuter de l'utilisation de ce qu'on fait en matière d'intelligence artificielle. Le premier thème sera sur la modèle des administrations africaines. Comment utiliser les techniques d'intelligence artificielle, le programme d'intelligence artificielle pour moderniser les administrations africaines. On va inviter les politiques, les administrateurs et puis on espère avoir des prototypes qu'on pourra leur présenter. Donc restez à l'écoute et puis ensemble on avancera. Merci pour tout ce que vous faites et puis rappelez-vous, quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, on en veut plus. Maintenant, moi, je vous challenge là. Faites en sorte de démocratiser l'intelligence artificielle. Faites en sorte de démocratiser le processus de machine learning que vous utilisez. Donnez-vous un challenge. Chacun de vous, faites en sorte que quelqu'un qui n'est pas technique, un médecin, un infirmier, un enseignant, un juriste, puisse parler d'au moins de l'intelligence artificielle, savoir ce que c'est, savoir ce que ça peut lui apporter. Prenez 2 heures dans votre semaine, invitez un ami à manger,